Trois vidéos de quelques secondes, des millions de vues et autant de questions. Aujourd'hui, nous décryptons trois vidéos ultra spectaculaires en relation directe avec la guerre d'Ukraine. Qu'est-ce qu'elles montrent et comment il faut les interpréter? Bonjour Frédéric. Bonjour Zil. On commence par la plus sidérante, un Antonov 22 russe qui se brise littéralement en deux au moment du décollage. De quoi s'agit-il, Frédéric? Alors, l'Antonov 22 est un avion de transport stratégique soviétique. Ironie de l'histoire qui a été conçu donc par le bureau d'études Antonov qui était basé à Kiev, en Ukraine aujourd'hui. C'est un avion qui a été assez peu construit, 68 exemplaires dont les deux prototypes et qui a volé pour la première fois en 1955. Il y a 70 ans. La surprise du chef, c'est quand même qu'on pensait que cet avion avait été complètement retiré du service. Eh bien non, les Russes en ont sorti un de leur chapeau. Cet avion, celui qui s'est écrasé, a priori sortait de révision. Et il s'est écrasé très très peu de temps après son décollage, à moins de 20 kilomètres de son aéroport de départ. Et donc là, tu dis que c'est des avions qui étaient a priori plus en service? C'est ce qu'on pensait. Il en restait très peu. Il en restait une poignée il y a quelques années. Et puis voilà, les sources, ce qu'on pouvait dire ici ou là, disaient que les avions avaient été retirés du service et remplacés par des Antonov 124, qu'on connaît bien. Mhm. L'Antonov 22, on le connaît aussi en France. Et c'est assez marrant de le raconter parce que c'est un avion quelques mois après son premier vol qui est venu au Salon du Bourget. J'étais pas né à l'époque, mais je suppose que c'était une énorme attraction, puisque c'était le plus gros avion du monde à l'époque avant le premier vol du Galaxy. Et c'est un avion qui est très spectaculaire avec sa motorisation, on reviendra dessus tout à l'heure. C'est quatre moteurs Kuznetsov de 14 000 chevaux, 14-15 000 chevaux chacun avec des doublés d'hélices contrarotatives. Quand tu dis 14-15 000 chevaux, si on compare avec, par exemple, avec la 400M, c'est quoi la 400M? La 400M, on est un peu au-dessus de 11 000 chevaux. Ah oui, donc Oui, oui. Et puis, on peut comparer ça aussi de locomotive de la SNCF, quand elle tourne et qu'elle n'est pas en grève. Je crois que ça doit faire à peu près la puissance d'une locomotive. Donc, ce sont quand même des sacrés bestiaux. C'est à la fois, c'est très ambivalent, parce que c'est à la fois le point fort de cet avion, cette motorisation, et puis aussi son très gros point faible. Le moteur a été à l'origine de plusieurs accidents déjà. Et ça fait partie des hypothèses évoquées pour le dernier en date. On pense peut-être à un problème moteur à la base. un problème moteur, mais on voit l'avion se couper en deux au niveau du bord de fuite de l'aile. Quelle est l'interaction des moteurs à ce moment-là? Est-ce que c'est pas plutôt une question de fragilité du fuselage? Mais tout est lié, mon cher Zil, en matière aéronautique, on le sait bien. Les Kuznetsov sont connus pour leur très haut niveau vibratoire. C'est un enfer pour l'équipage. Comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà eu des accidents aériens à cause de cette motorisation. On a un cocktail diabolique. On a des hélices contrarotatives qui sont déjà très compliquées à mettre au point et à entretenir. Et puis, on a aussi cette puissance phénoménale. Et quand tu mets les deux dans un shaker et que tu remues très fort, tu aboutis à des problèmes. Tu parles d'hélices contrarotatives. Ça veut dire donc qu'on a deux jeux d'hélices sur un même moteur et qui tournent en sens inverse. Quel est l'intérêt? Je pense que l'intérêt, c'est une certaine forme de compacité, de puissance que tu peux transmettre aux hélices. Plutôt que d'avoir des hélices qui font 14 mètres de diamètre, tu peux contenir la dimension des hélices dans un volume restreint, sous toute réserve. Je suis pas motoriste et je suis pas aérodynamicien. Donc, pour revenir à cette interaction avec l'avion et avec l'accident dont on parle, vibration ou perte d'hélice, je sais pas, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, peut introduire aussi un événement catastrophique sur une cellule qui serait déjà fragilisée. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Alors, on sait évidemment que les vibrations, ça fragilise toutes les structures, hein. Donc, et quand on a quatre moteurs de 15 000 chevaux qui font vibrer un fuselage, au bout d'un moment, c'est possible effectivement qu'il se casse. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Tu peux nous décrire ça précisément? L'époque étant à l'intelligence artificielle et au fake et au faux, on pourrait se demander, et on peut se le demander toujours, si les images qu'on nous montre sont réelles,
Bon, a priori, les Russes ayant reconnu la perte de l'avion, on a vu quand même des morceaux repêchés dans le lac, enfin dans le réservoir. L'accident lui-même ne fait aucun doute. Les images ont été prises, je crois, par deux, trois caméras de surveillance selon des Mhm. angles différents. Et ce qui est étonnant, ce qui m'a étonné, c'est que l'avion quand même est à très basse hauteur, hein. On aurait pu imaginer qu'il se brise en vol et puis que les deux morceaux tombent séparément à quelques centaines de mètres les uns des autres. Et puis non, en fait, il se brise à quelques dizaines de mètres ou peut-être centaines de mètres au-dessus du sol, ce qui est très très peu. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, l'avion était à moins de 20 kilomètres de son aéroport de départ. Donc, est-ce qu'il volait en basse altitude, comme ça, de son point A à son point B? Je ne sais pas quel était le plan de vol, s'il y en avait un. Et puis, on voit effectivement une séparation extrêmement nette et brutale Mhm. de l'ensemble du fuselage, hein. C'est quand même très, très spectaculaire, ouais. On sait que cet avion sortait de visite, hein, d'une grande visite. A priori, le premier vol, c'était un vol pour s'assurer que tout fonctionnait bien. C'était un vol technique, hein, rien Mais de ce sont particulier. les plus dangereux, hein, les vols Oui, bien techniques, sûr. hein, puisqu'on démonte l'avion, on le remonte, et puis on croise les doigts et on serre les fesses pour que voilà, tout fonctionne, comme sur le papier. Mhm. Donc, il y avait 8 personnes à bord, je crois. Et donc, l'équipage de base est déjà très nombreux sur ces avions russes, hein, soviétiques, on va dire plutôt. Plus, sans doute, comme c'était un vol technique, des ingénieurs d'essai pour vérifier le bon fonctionnement de tel ou tel système, ouais. Tu disais que c'était à son époque le plus grand avion au monde, jusqu'à ce que le Galaxy arrive. Par rapport à la 400M, c'est quoi Bah, déjà, il y a 50 ans d'écart entre la conception de ces deux avions. Le rôle est le même, hein, c'est du transport stratégique ou tactique au profit des armées. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 50 ans, les dimensions, alors la puissance des moteurs reste relativement comparable, hein, même si on a un rapport de pratiquement 1 à 1,5. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir une soute quand même volumineuse. Alors, l'Antonov 22 a été taillé pour remporter quatre blindés légers simultanément, hein. C'était un avion qui était fait pour travailler avec les troupes aéroportées russes, Mhm. soviétiques. Donc, l'idée, c'était d'embarquer. Ils pouvaient prendre jusqu'à quatre véhicules légers des BMP, des véhicules de combat d'infanterie. Ils pouvaient les parachuter ou les poser au sol. On voit aussi que les sponsons sont très très longs le long du fuselage. Ils font pratiquement la moitié de la longueur du fuselage. Sans compter la rampe à l'arrière. Le sponson, donc, c'est cette espèce de gros carénage qu'on aperçoit le long du fuselage et qui abrite différentes choses. Alors, le train d'atterrissage en premier, il peut abriter un groupe de puissance auxiliaire, par exemple. Il peut abriter aussi des réservoirs de carburant. Ça, on le voit beaucoup sur les hélicoptères. Euh, Sur le transat, dans le sponson, tu avais le système de ravitaillement en vol, avec le tuyau qui se déroulait pour ravitailler en vol les chasseurs. Et puis ce qui est étonnant dans l'Antonov 22, c'est que tu as aussi une porte d'entrée dans l'avion, c'est-à-dire que tu ouvres cette porte dans le sponson, tu as un petit passage qui doit faire 2-3 mètres la largeur du sponson, et puis tu ouvres une deuxième porte et tu débouches dans la soute de l'avion. Voilà, ça fait partie des particularités de cet avion très volumineux, assez lourd, et dans lequel tu te promènes comme dans un sous-marin. Les sponsons, ils sont sur les côtés de l'avion, ça c'est un dispositif assez classique aussi. Maintenant, c'est la même chose sur la 400 pour que la soute soit bien dégagée, bien libre, hein. La soute, elle fait 4 mètres de large, 4 mètres de haut, donc c'est un volume très important et bien carré. Et puis, donc ce train d'atterrissage très conséquent qui lui permettait de se poser sur des pistes en terre. Il y a des images qui ont été faites en 2016 ou 2018, je sais plus trop, à Gao, au Mali, dans le nord du Mali, là où étaient installés les Français, où on voit un Antonov 22 se poser sur la piste en latérite. C'est aussi très spectaculaire. Donc voilà, c'était un avion à la soviétique, massif, hors norme, un gros défi technique qui a été remporté puisque les avions ont volé, mais qui a été quand même perdu parce que, il y a eu des accidents graves avec, encore une fois, cette question de la motorisation. Un point très intéressant aussi, sur la pressurisation de l'Antonov 22, on a une cabine donc, qui est assez grande à l'avant, qui accueille cet équipage pléthorique. Alors pourquoi un équipage pléthorique avec autant de l'Union soviétique? C'est parce que quelques postes étaient doublés. Par exemple, le navigateur, tu en avais deux, hein. Tu en avais un qui contrôlait l'autre pour éviter que l'avion parte à l'ouest. Donc c'est une chose qu'on retrouve assez souvent. On le retrouve aussi sur l'Antonov 124, hein. Les postes dans le cockpit sont doublés. Tu as 6-7 personnes qui conduisent l'avion et parmi elles, un ou deux commissaires politiques, hein. Donc cette partie avant de l'avion peut accueillir aussi des passagers sur des banquettes latérales. C'est une
disposition assez bizarre. Et puis tu as des portes étanches et tu accèdes après à la soute qui est très peu pressurisée. Il y a une pressurisation mais qui est très minime. Et les Russes ont fait ça de manière à ce que ils puissent alléger la structure à l'arrière et alléger l'avion. Donc il y a peut-être aussi un lien de cause à Mm. effet avec cette structure allégée pour gagner de la masse, et puis cette rupture structurale très spectaculaire à laquelle on a assisté. Ouais. Antonov, c'est le grand spécialiste des avions pour le transport de fret, encore aujourd'hui. Il y a l'Antonov 124 et puis le 225 aussi. Les Et fameux, les deux. ce sont les héritiers de l'Antonov 22. Oui, c'est le même bureau d'études, donc est-ce que ce sont les mêmes personnes 30 ans plus tard, je ne sais pas. Mais comme tu le dis, de toute évidence, il y a une spécialisation d'Antonov sur les avions lourds de transport. Oui. En conclusion, cet Antonov 22, quel rapport avec la guerre d'Ukraine? Oui, parce que c'est vrai que l'accident est arrivé en Russie, loin de la ligne de front. On ne parle pas de missiles, on ne parle pas de drones. Enfin, il s'est détruit tout seul. Mais le rapport, il est assez indirect. On peut se demander pourquoi les Russes se sont pris la tête pour mettre en avion, pour mettre en vol cet avion antédiluvien, hein, qui a plus de 60 ans. Ben, le rapport avec l'Ukraine, c'est peut-être qu'ils ont besoin de ces avions pour assurer la logistique. Il y a peut-être un manque d'avions au niveau de l'armée de l'air russe, un manque d'avions stratégiques, tout simplement, à confirmer. De l'Antonov 22 au Mirage 2000. Donc on passe à notre deuxième vidéo. Elle nous projette directement au cœur de la guerre moderne. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette vidéo qui nous vient, je rappelle, d'Ukraine? Alors cette vidéo nous montre l'interception d'un drone ou d'un missile, on ne voit pas trop, russe par un Mirage 2000 ex-français et donc cédé aux Ukrainiens, avec un missile à courte portée Magic 2. Voilà très factuellement ce que l'on peut voir. Elle est prise depuis le cockpit du Mirage 2000, probablement par le pilote ou par le Oui, navigateur. non, non, ah non, il y a pas de navigateur, hein, ce sont des monoplaces. Vu les mouvements de la caméra, bien sûr, c'est une caméra, c'est une GoPro fixée sur le casque du pilote, puisque quand il tourne la tête, voilà, l'image suit. Et elle est très spectaculaire, hein, puisque on voit, on a vu des images de tirs de missiles, la plupart du temps en test d'ailleurs, donc ce sont des images assez cadrées, léchées, enfin, et puis on comprend bien que ce ne sont que des essais ou des tests ou des exercices. Voilà, là, ça sent vraiment la poudre, hein, on est au combat, et c'est d'ailleurs une des particularités de cette guerre en Ukraine, hein, c'est qu'on est abreuvé d'images prises sur le vif et qui montrent la réalité des prix, quoi. Alors justement, on va faire une parenthèse avant d'aller un petit peu plus loin dans l'explication, l'analyse de cette vidéo. Toutes ces vidéos qu'on reçoit, vidéos et photos, quel crédit on peut leur apporter? Comment faut-il les prendre? Parce qu'il y a quand même beaucoup, tu le disais en début de vidéo, il y a beaucoup de fake quand même. Alors sur l'Ukraine, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fake. Dans le monde en général, oui, il y en aura de plus en plus. Bah, il faut les prendre avec des pincettes. Mais on est quand même, malgré toutes les mises en garde qu'on peut recevoir, on est quand même assez stupéfait par ce que l'on nous montre et notamment par ces images. Alors c'est pas le cas du Mirage 2000, mais par les images fournies par les drones, hein, jusqu'à la dernière seconde. Et je dirais presque jusqu'à l'écœurement, à force de voir des gens mourir en direct, ça devient très pesant. On en revient à notre Mirage 2000-5, hein, donc ça A c'est priori, a oui. priori, ouais. Et donc, de quel missile il s'agit? Alors, c'est un Magic 2. Alors, Magic, c'est un MAGIC, c'est un acronyme, un missile autoguidé, interception, combat. Le but, c'était vraiment d'obtenir un mot rigolo, quoi. Ils y sont arrivés, l'acronyme n'est pas terrible, mais voilà. Et c'est un missile qui a été en service en France pendant quelques décennies, et jusque il y a très peu de temps, hein, Donc jusqu'à là, aujourd'hui. il est plus en service. Non, non, il est plus en service. Il a été D'accord. remplacé par les Mika, donc sur les Rafales. Bien sûr, les Rafales au combat n'ont pas emporté de magique, hein. Au tout début de la mise en service des Rafales marines, on a pu voir effectivement quelques Rafales emporter des magiques, mais c'était plus pour l'image qu'autre chose. Ils ont été assez vite remplacés par du Mika. Les Mirage 2000-5 qu'on a donné à l'Ukraine avaient cette double capacité d'emporter du magique pour le tir à courte portée et du Mika pour le tir à moyenne portée avec guidage radar.
Les derniers utilisateurs en France ont été les Mirage 2000N qui ont été retirés du service, et puis les Mirage 2000D qui sont toujours en service et qui sont aujourd'hui rénovés et qui sont également équipés de missiles Mica. Donc le Magic est sorti de l'armée de l'air et de la marine. Ceci étant, si les choses étaient bien faites, on pourrait penser qu'il y en avait quelques centaines en stock quand même. Bon, des missiles qui vont sans doute trouver le chemin de l'Ukraine. Tout le monde est gagnant. L'Ukraine a un missile qui ne coûte rien. La France se débarrasse d'un missile qu'il aurait fallu sinon démanteler. Et puis le missile prouve son efficacité a posteriori. Le missile Magic, il était produit par qui? Par Matra initialement, et aujourd'hui on est chez MBDA. D'accord. C'est la première fois qu'on a l'illustration de l'utilisation de ce missile made in France Au sur combat en Ukraine, en Ukraine, ouais. je pense que oui, je mettrai pas ma tête à couper parce qu'elle me plaît quand même et je vais la garder, mais oui, je pense que oui. Et ce qui est très spectaculaire dans cette image, c'est effectivement, on savait que les Ukrainiens utilisaient leur F-16, leur MiG-29 et après les Mirage 2000 pour l'interception des drones, hein. C'est un outil très important, même si à côté de ça, ils font du bombardement, mais la protection contre les drones, ça permet éventuellement de boucher des trous entre des sites de défense solaire. Alors c'est peut-être la mission relativement la plus simple à gérer, hein, avec un avion de combat, puisqu'on a affaire à une cible qui ne manœuvre pas, qui ne se défend pas. Donc voilà, il faut se placer derrière et trouver la bonne position de tir. Ceci étant, ça peut être quand même une mission très dangereuse, hein, puisqu'on a eu les Ukrainiens ont eu l'exemple d'un MiG-29 qui s'est mangé des éclats du drone qu'il venait d'abattre et qui a été perdu. Et puis, c'est une mission quand même qui remonte assez loin dans l'histoire, puisqu'on peut remonter à la Deuxième Guerre mondiale et au tir de missiles V1 sur l'Angleterre. Et on se souvient que les Britanniques avaient une flopée d'avions qu'ils utilisaient pour essayer d'intercepter les V1. On est tout à fait dans le même scénario. On est d'autant plus dans le même scénario que les Britanniques ont perdu aussi plusieurs pilotes qui essayaient d'intercepter les V1. Alors les interceptions à l'époque se faisaient au canon de bord, à la mitrailleuse, donc ça obligeait à se placer quand même dans l'axe du missile, et puis pas trop loin, donc c'est la plus mauvaise situation possible. Et c'est comme ça qu'un pilote français, Jean-Marie Dor, hein, qui était un brillant pilote au service de la Royal Air Force, a été tué dans l'explosion d'un V1. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à la vidéo de Fred Marsali qui en parle très bien et sans doute mieux que moi dans son émission sur le speed. Voilà, allez tous voir l'émission sur le speed de Fred Marsali. Allez tous voir l'émission de Fred et puis profitez-en pour vous abonner. Oui, profitez comme des bêtes parce que de toute façon, je vais vous dire un truc, on va tous mourir. Et voilà, il faut attraper ce qui passe à portée. Et puis aussi, très important, comme on est en période de fête, il faut rigoler un peu. Et donc, moi, je voulais réhabiliter les histoires de Madame, Monsieur. Donc, je vous en file une, vous aurez la solution un peu plus tard. Monsieur et Madame Honnête ont deux filles. Voilà, je vous laisse chercher. Alors, outre l'interception des drones, ils servent à quoi aujourd'hui les Mirage 2000-5 en Ukraine? On ne sait pas trop. Il y a eu une vidéo de 4 minutes diffusée par les Ukrainiens, par les services officiels ukrainiens, où ils nous présentent l'avion. On a un pilote et un mécanicien qui nous parlent un peu de l'avion. On voit sur l'avion des marquages de victoires aériennes remportées contre des missiles de croisière. Donc on en déduit qu'effectivement ils sont beaucoup utilisés pour l'interception des missiles de croisière. Et là, ça a vraiment tout son sens, hein. Plus que de tirer sur des drones Shahed à hélice qui évoluent assez lentement, courir après un drone de croisière, le trouver au radar et le choper avec un missile, c'est un travail qui correspond bien à un intercepteur. Ils ont une capacité air-sol, ils auraient tort de s'en priver. Je n'ai pas à mon souvenir de faits avérés de tir, mais notamment de bombes à 2SM. Mais il est possible, ou même peut-être probable qu'ils le fassent, hein. Ils le font avec les MiG-29 déjà. Ils font du tir air-sol avec leur F-16 et des munitions JDAM. Donc
pourquoi pas du air-sol. Il y a quand même des zones d'ombre hein, sur cette utilisation des Mirage 2000. Alors on voit qu'ils utilisent des missiles Magic 2. La force quand même du Mirage 2000-5 qu'on leur a donné, c'est de quand même de pouvoir tirer du Mika à plus longue portée à guidage radar. L'avion est taillé pour ça, il a le radar qu'il faut, il a l'interface qu'il faut dans le poste de pilotage et il a surtout bien sûr la capacité d'emport du missile. Et aujourd'hui, on ne sait pas si les Ukrainiens ont reçu des Mika ou pas. Alors on sait qu'ils ont reçu les magiques, hein, puisque la France a dû vider ses stocks à leur profit, mais on ne sait pas si les Ukrainiens ont reçu des Mika, et si oui, comment ils vont les utiliser et profiter de cet autre excellent missile qui a une portée là pour le coup de plusieurs dizaines de kilomètres et qui peut quand même mettre les Russes un peu sur la réserve, hein. Ouais, est-ce qu'on sait combien la France a donné de Mirage 2000 à l'Ukraine? Non, on ne le sait pas précisément. Une poignée, une petite dizaine, une grosse demi-douzaine, enfin voilà, c'est dans ces eaux-là. On sait qu'il y a un réservoir potentiel hein, de Mirage 2000. La France en avait acheté 37, si je ne me trompe pas, qui avaient été en service, qui sont toujours en service au sein du groupe de chasse 1 de Cigogne, basé à Luxeuil. Donc c'est un avion qui est quand même vieux, qui est vieillissant. À l'heure où on se parle, c'est le seul avion de l'armée de l'air capable de faire Mach 2. Mach 2 précisément, sans réservoir extérieur, hein. Enfin, ou du moins sans les gros réservoirs extérieurs qu'on voit qui sont montés pratiquement systématiquement en Ukraine. Donc, c'est un avion assez exceptionnel, mais qui va être remplacé donc, à l'échéance de quelques mois, quelques années par du Rafale. Donc, il y a ce réservoir potentiel de Mirage 2000 pour l'Ukraine. Il y a aussi un réservoir potentiel à tout le moins de pièces détachées des Mirage 2000C qui ont eux été retirés en 2000. Je regarderai sur Internet, hein, je sais plus. Le temps passe tellement vite, 2018 ou après, je sais plus. Qui étaient en service à Orange. Et donc, ces Mirage 2000C, il y en aurait. Bon, il en restait un peu moins d'une centaine en service quand il a été mis à la retraite. Il y en aurait quelques dizaines encore aujourd'hui stockés en France. Et on peut là aussi imaginer que ces avions placés en réserve puissent se servir de réservoir de pièces détachées pour les Mirages ukrainiens. Les remettre en service, théoriquement, ça aurait du sens, effectivement, pour aller intercepter des drones. Un Mirage 2000C serait tout à fait à sa place, avec du magique, encore une fois, ou du canon. Mais je crois quand même que les avions qui ont été retirés du service étaient assez rincés et ça serait quand même un gros boulot de les remettre en service. Mais on ne peut pas fermer tout à fait la porte à cette hypothèse. Cette guerre est quand même assez particulière au niveau des images parce qu'on voit beaucoup d'attaques de drones, comme tu le disais tout à l'heure, même jusqu'à en être écœuré. Mais des images de combat aérien, il n'y en a quasiment pas. Pourquoi on ne voit pas plus d'avions dans le ciel d'Ukraine? Parce qu'il y en a très peu finalement. Et du combat aérien, il y en a très très peu. Et quand il y en a, c'est à longue portée. Les Russes ont fait quelques cartons sur les avions ukrainiens avec des missiles à longue portée, hein, à plus de 100 km. Ben, il est évident que là, tu n'as rien, tu n'as pas d'image, hein. On a quand même pas mal d'images qui ont été faites par les Ukrainiens et par les Russes aussi d'ailleurs, avec des GoPro. GoPro qui est le sponsor officiel de la guerre en Ukraine, hein, où on voit effectivement des tirs en hélicoptère ou en avion, hein, des tirs de roquettes, des tirs de missiles, on voit des postes de pilotage, on voit du vol en basse altitude, enfin, on voit quand même pas mal de choses vues de l'intérieur des avions. Bon, il est certain qu'on n'a pas d'image de ciné-mitrailleuse d'un F-16 en train de tomber sur un Sukhoi 35. Ça, on l'a pas et je doute fort qu'on l'ait un jour, mais bon. Pour ce qui est de la mer du Nord ou de la mer Baltique, oui. Alors, c'est pas tout à fait des interceptions, hein, je crois qu'il faut faire attention aux mots. Quand un avion de l'OTAN vient renifler un avion russe qui passe en mer Baltique, c'est parce que l'avion russe n'a pas son transpondeur, c'est qu'il n'a pas de plan de vol, donc on vient voir ce qui se passe. On l'intercepte pas, hein, le but c'est pas de le faire tomber ou de le ramener au sol. On vient simplement s'assurer de qui il est et où il va. C'est voilà, c'est de la police, c'est du contrôle de police à distance, quoi. Alors maintenant, on peut passer à notre troisième vidéo. Cette troisième vidéo donne l'impression de déjà-vu, hein, puisque c'est un avion qui est détruit au sol par un drone. De quoi s'agit-il, Fred? Alors c'est un Antonov 26, on revient chez Antonov, bi-turbopropulseur hein, de cargo léger, l'équivalent un peu au CASA 235 qu'on a en France et en Europe.
et en Occident d'une manière générale. Elle est très intéressante parce qu'effectivement, là pour le coup, on est sûr que c'est pas une épave. Je reviens un petit peu sur ces images très spectaculaires. On pourrait aussi dire que c'est peut-être du fake parce que c'est des images prises de nuit avec des capteurs assez basiques, donc c'est des images finalement relativement simples à contrefaire. Je pense qu'elle est quand même d'actualité puisque la destruction a été revendiquée par les Ukrainiens et reconnue, je crois, aussi par les Russes, et même j'en suis sûr, reconnue par les Russes. Donc voilà, c'est une image un peu fantomatique prise par un drone en Crimée. Alors ça se passe en Crimée, hein. La Crimée, c'est donc cet énorme territoire qui a été le premier envahi par la Russie en 2014, qui possède plusieurs bases aériennes, dont celle de Katcha, qui est du côté de Sébastopol, et qui est régulièrement visitée par les drones et les missiles ukrainiens. Donc les Russes sont quand même très méfiants quand ils font venir des avions sur cette base. Et puis ben voilà, là il y en a un qui s'est fait prendre au nid alors qu'il s'apprêtait à décoller avec des Pax à bord, des Pax militaires. Là, tu dis donc cet avion, cet Antonov 26 a été détruit sur une base. On parlait tout à l'heure des F-16, des Mirage 2000, des MiG-29. Tu m'expliquais que les Ukrainiens, toutes les nuits ou presque, changent leurs avions d'emplacement. Oui, oui, non seulement je confirme, mais je renvoie vers cette vidéo de 4 minutes qui a été diffusée par l'Ukraine, où tu as un mécanicien qui explique hein, que, genre, il nous dit, bah, écoutez, cette semaine, on a déjà changé, je crois que c'est 3 fois de place. Donc, ils sont sans arrêt en mouvement. Pourquoi? Bah, c'est pour éviter pour échapper au bombardement russe. Cela dit, le danger se rapproche, hein, parce que les Russes prennent quand même de l'assurance et des compétences et leur boucle décisionnelle, leur boucle de ciblage est de plus en plus courte. Donc, dès lors qu'ils repèrent des avions quelque part, eh bien, quelques heures après, pim, ça tombe. Mais c'est vraiment un jeu du chat et de la souris qui est vieux comme le monde, mais qui prend une acuité tout à fait particulière en Ukraine parce que on ne déplace pas un Mirage 2000 ou un F-16 comme on déplaçait un P-47 ou un Messerschmitt 109 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des avions qui ont besoin de pistes plus longues, d'une logistique beaucoup plus lourde. C'est vraiment un sujet passionnant et c'est une chose à laquelle se prépare assez timidement l'armée de l'air aujourd'hui, par exemple, hein, avec son concept Morad, mais on reste quand même dans du très théorique et du très, très partiel au niveau des exercices. Les Ukrainiens font ça pour de vrai depuis déjà plusieurs mois. Et je pense que ça doit être assez harassant pour les gens au sol de devoir déménager, camper, tout comme ça, sans arrêt, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Ukrainiens ils ont des choses à nous apprendre, hein, ça c'est évident. Ils ont mis en place des trains roulants, enfin des convois de véhicules pour soutenir les avions, pour leur permettre de se déplacer. Je crois qu'en 3 4 véhicules, ils arrivent à rassembler tout ce qu'il faut pour faire tourner un F-16, hein, ils l'ont montré, ça ils l'ont rendu public. Tu as le F-16 qui décolle, qui va se cacher 30, 40, 100 km plus loin. Tu as le train roulant qui suit par la route. Et puis, tout ce petit monde se remet en route pour préparer la mission suivante. Et puis, une fois que c'est fait, ben, ils plient bagages et ils vont un petit peu ailleurs, quoi. Voilà. C'est les Kenji Girac de la guerre, quoi. Il n'y a que les Ukrainiens qui font ça, les Russes ne le font pas. Non, parce que les Russes ont la profondeur stratégique. Les Russes l'ont fait une bonne fois pour toutes. Ils ont déplacé leurs bombardiers stratégiques. Ils les ont reculés de 500 km, de 1000 km, de 2000 km. Et puis après, ils se pensaient tranquilles. L'opération Spiderweb a montré que c'était pas le cas, hein, qu'il y avait toujours moyen d'aller les choper au fond de leur terrier. Ils n'ont pas ce besoin. Ils ont des terrains de desserrement près du front. Ils y restent le moins longtemps possible. Peut-être qu'ils font poser les avions, ils les chargent et ils vont tirer, puis ils reviennent, ils rentrent sur leur base de façon plus pérenne. Mais ce sont des terrains avancés, c'est ce qu'on fait déjà c'est ce qu'on a fait dans beaucoup de guerres, hein. La France faisait ça par exemple à Faye-Largeau, au Tchad, hein, tout simplement. Les avions partaient de N'Djamena et puis ils avaient ce terrain de desserrement à Faye-Largeau, au plus près des opérations. Bon, pour le coup, c'était un terrain de desservement, mais voilà, il y a toujours ces terrains secondaires qui peuvent servir d'appui avec une petite équipe resserrée, avec du pétrole, avec des munitions, et puis les avions restent au sol 30 minutes, le temps d'être réarmés et approvisionnés. Mais c'est pas véritablement une base volante sur Hmm. laquelle ils vont se desserrer. Revenons à notre Antonov 26 en Crimée. Tu dis que c'est pas la première fois que des avions sont détruits au sol sur le territoire de la Crimée. Pour quelle raison la Crimée est une cible facile? Peut-être moins difficile ou intéressante. Euh, ce qui est, alors.
commencer par la munition qui a détruit ou qui a endommagé cet Antonov. C'est un drone FPV, hein, donc guidé à vue. Et la Crimée est quand même assez loin de la ligne de front et des lignes ukrainiennes, hein, du territoire contrôlé par l'Ukraine. Donc il y a cet outil qui a été mis en place par les Ukrainiens qui consiste à placer des drones FPV sur des drones navals. Et c'est pour ça que la Crimée est intéressante parce que les bases aériennes en Crimée, ou du moins celle qui a été attaquée, puis une autre également, hein, plusieurs bases qui sont vraiment sur le trait de côte, du côté de Sébastopol. Parce qu'il s'agissait d'y baser des avions de patrouille maritime. On les mettait au plus près de la zone à surveiller, c'était logique. Ce qui était logique hier, aujourd'hui se révèle compliqué à gérer finalement, parce qu'en étant près du trait de côte, eh ben, ces bases sont relativement facilement atteignables par des drones qui sont embarqués sur les drones navals. Donc ce sont des drones et des quadrirotors, hein, classiques, avec quelques kilomètres ou peut-être quelques dizaines de kilomètres maximum de portée. Et ils partent en pleine mer et puis ils vont rejoindre leurs objectifs. Et c'est vraiment une épine dans le pied des Russes parce que c'est très compliqué à contrer ça. Oui, tu dis une épine dans le pied des Russes parce que c'est quand même pas la première fois qu'on voit des drones attaquer des avions. On en a vu même souvent ces derniers mois et dernières années. Parfois, c'était quand même des avions. On se demandait si c'était pas déjà des épaves, non? Oui, 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 on peut se le demander. Ben, justement, sur cette base de Katchal, il y a quelques semaines, les Ukrainiens ont détruit deux Beriev 12, qui sont des avions de patrouille maritime. Alors là, pour le coup, antédéluviens, hein. Mais en regardant les images, il n'y avait rien à cacher. On voyait très bien qu'un des deux avions n'avait plus d'hélice, par exemple. Donc, il est tout à fait probable que les Russes laissent des épaves pour attirer les drones, comme le miel attire. Qu'est-ce que ça attire, le miel? Les ours? Ou Les les ours, je mouches? crois, ouais, Ouais, les les ours. ours, ouais, voilà. Donc il y a ça, mais bon, ils ont quand même chopé aussi des hélicoptères qui étaient en état de vol. Enfin voilà, ils attrapent tout ce qu'ils peuvent, et puis ils attrapent aussi pas mal de systèmes de défense solaire, hein. Mhm. Et là, le but est plus stratégique, hein. Il s'agit petit à petit de rogner les capacités de défense solaire russes, et puis aussi en tapant certaines zones précises, de dégager des couloirs de passage pour leurs drones plus stratégiques, pour le coup, qui vont survoler la Crimée pour aller attaquer la Russie. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture de ces attaques. Cette attaque de drone finalement montre aussi un changement complet du mode opératoire de la mer vers la terre. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant la guerre des Malouines en 1984, les Anglais avaient monté un raid assez audacieux de forces spéciales pour aller détruire des avions argentins basés sur un aérodrome. Et donc ça avait été tout un bazar, hein. Il avait fallu mobiliser un bateau, un hélicoptère, lâcher les bonhommes à 10 km de leur cible. Ils avaient crapahuté toute la nuit, 10 bonhommes, pour aller placer des explosifs et détruire quelques avions. On voit que ça avait demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de matériel, beaucoup de risques. Et aujourd'hui, bah, tout ça, finalement, d'une certaine manière, ça peut passer à la trappe, hein. Tu prends un sous-marin, tu prends un drone naval, tu lâches des drones et puis ils font le boulot aussi bien que les bonhommes au sol, quoi. Sans C'est risque sûr. de perte et sans risque de capture. C'est sûr que la guerre d'Ukraine ouvre de nouvelles perspectives pour les combattants parce que l'apparition du drone, ça a complètement changé la physionomie de la guerre et ça, je dirais même, ça a pris à revers les états-majors occidentaux. Oui, ils ont été pris à revers, mais on n'a pas le sentiment qu'ils se sont encore retournés, vraiment. Il y a Hmm. beaucoup de discours, mais voilà, Hmm. l'histoire le dira. D'accord, ben merci Frédéric. Maintenant, la réponse à la question, le faire-part. Monsieur et Madame Honnête ont deux filles. Ben, il y avait la petite Marie, l'aînée, et puis la cadette, c'était Camille, la petite Camille Honnête, qui est arrivée après Marie Honnête. Voilà. Bonnes vacances à tous.